Depuis ma naissance, dans une toute petite maison, au fin fond de l'Ardèche, jusqu'à ce moment maintenant, ici devant vous, j'ai tout le temps grandi dans des jardins. Mais pas dans n'importe quel jardin, dans des jardins de production de semences. Donc la semence, c'est vraiment le socle de nos civilisations, c'est le socle de toute agriculture, et c'est aussi évidemment le socle de la nature. Je ne sais pas pour vous qu'est-ce que ça fait vibrer chez vous ce mot semence, mais pour moi, en fait, ça signifie la vie. Plus que la vie, ça signifie le partage. Et vraiment, ce que ça signifie, c'est l'abondance. Et cette abondance, j'ai envie de vous la montrer avec un exemple très simple. Je pense que tous ici, vous avez déjà mangé de la laitue. La laitue, si vous prenez une graine de laitue et que vous la semez, elle va pousser, et si vous la laissez finir son cycle de croissance, elle va monter en graines, comme sur l'image à droite. Et au bout de 5 à 8 mois à peu près, selon les variétés, elle va vous offrir entre 5 et 10 000 graines. Donc on va prendre 8 000 pour prendre une petite moyenne. Et on va faire une petite expérience, vous allez prendre ces 8 000 graines et les ressemer, et récolter à nouveau les 8 000 graines que toutes ces laitues vont vous offrir, et ainsi de suite jusqu'à la 3e année. Et vous aurez en votre possession 512 milliards de laitues. Alors, vous avez de quoi recouvrir l'intégralité de la région Occitanie en laitue, un peu plus. Vous faites ça encore une année, et là vous pouvez recouvrir les 2 Amériques et l'Afrique entière. Vous faites ça jusqu'à la 6e année, vous avez 262 trilliards 144 trillions de graines de laitue. Donc, à ce stade, on est d'accord, ça ne veut plus rien dire, mais c'est vraiment pour insister sur cette abondance que la nature nous offre. De 1 à 6, vous avez 262 trilliards. Cette abondance et cette vie que nous offre la nature, on a su coexister avec elle depuis à peu près un peu plus de 10 000 ans que l'agriculture existe, en récoltant d'année en année les meilleures parties des récoltes, en les ressemant l'année suivante. Et c'est évidemment une très très bonne manière pour avoir une agriculture, pour avoir des aliments qui soient adaptés aux besoins de l'humanité, mais aussi adaptés aux besoins de nos environnements, aux besoins de la nature. Malheureusement, l'industrialisation de nos sociétés occidentales n'a pas épargné l'agriculture, bien évidemment. Qui dit industrialisation dit forcément standardisation, homogénéisation. Et depuis quelques décennies quand même, on a sélectionné les variétés pour brider en fait cette abondance, brider cette gratuité et formater les variétés à ne plus offrir cette abondance. On est même allé jusqu'à créer des monstres génétiques, des OGM. On va les bidouiller dans les gènes pour que les plantes tuent leur descendance, pour ne plus qu'elles puissent se reproduire. Et là où c'était botaniquement compliqué de mettre des verrous, on est allé créer des cadres juridiques pour pouvoir breveter la vie ou breveter des critères génétiques. Donc évidemment, une telle agriculture a de nombreuses conséquences, et je vais y venir, mais la première conséquence, c'est évidemment la perte de biodiversité. Je vais en reparler un peu plus tard, mais j'ai quand même envie de vous montrer un exemple tout de suite, parce que c'est très flagrant. Quand la France, dans les années 60, a créé ce qu'on a appelé l'UPOV, l'Union pour la protection des obtentions végétales, avec une poignée de pays membres, donc tout est dans le nom. Donc on est d'accord avec la mondialisation, ce qui se passe à l'autre bout de la planète se passe dans notre salon à l'heure actuelle. Vous alliez en Inde et vous marchiez dans les campagnes, vous auriez pu compter 260 000 variétés de riz. Donc c'est dans les années 60, c'est pas vieux. 260 000 variétés de riz. Aujourd'hui, si vous allez dans les campagnes indiennes, vous allez trouver une soixantaine de variétés de riz. 260 000 variétés perdues et une mainmise quasiment totale des industriels gagnés en quelques décennies seulement. En Europe, cette industrialisation de l'agriculture, elle est un peu plus ancienne, elle date des années 1800, mais un réel boost a été donné à cette industrialisation grâce aux 2 dernières guerres. Elles ont été un outil fantastique pour les industriels. Parce que, d'un revers de la main, ces 2 guerres ont balayé à la fois le monde paysan, qui cultivait sur des très petites surfaces énormément de biodiversité cultivée, énormément d'espèces, favorisant ainsi une grande diversité cultivée, mais aussi sauvage, parce que les petites exploitations, on a les haies, on a les arbres, on a une grande vie sur ces exploitations. Et en même temps, ces 2 guerres ont permis de légitimer un nouveau paradigme agricole,
certes mensonger, mais assez réaliste sur le moment. Donc ce paradigme d'industrialisation. En fait, il a été vendu au peuple d'une manière assez simple, c'est qu'après-guerre, il a fallu nourrir en fait les masses de population qui allaient s'agglutiner dans les villes et qui fuyaient les campagnes. Et en fait, comment nourrir autant de monde qui vidait les campagnes, donc qui ne produisait plus? Eh ben, en surindustrialisant, en produisant des tomates ou des courgettes de la même manière qu'on produit des stylos ou des balles de tennis. On marque à ce moment la deuxième révolution agricole. Et c'est de loin la révolution la plus importante parce que ceux qui se sont emparés en fait à cette époque de l'agriculture, ce sont les vendeurs d'armement, ce sont les vendeurs de mort, notamment avec l'aide d'un chimiste qui a été nommé prix Nobel de la chimie. Monsieur Haber a été le premier à pouvoir synthétiser l'ammoniac, absolument nécessaire à de grosses productions de bombes, mais aussi absolument nécessaire à la production d'engrais de synthèse que nous utilisons encore à l'heure actuelle. Monsieur Haber a aussi été le premier à créer les premiers gaz de combat, les gaz chlorés. C'est très important de comprendre que notre agriculture actuelle est basée sur une agriculture de mort, tout simplement. C'est assez dur à entendre, mais c'est la réalité. Et en quelques décennies, on est passé d'une agriculture paysanne, utilisant des semences libres, d'une agriculture en polyculture, donc avec les animaux, les fruitiers, etc., à une agro-industrie, avec des semences stériles, brevetées, fermées, créées pour et utilisées par l'industrie. En moins d'un siècle, selon la FAO, on a perdu 75% de la biodiversité cultivée, à tout jamais. Encore un exemple assez marquant, combien est-ce que vous connaissez de variétés de tomates? On va dire une dizaine, une quinzaine, peut-être un peu plus, parce que c'est devenu assez à la mode, les tomates. Ce sont plus de 12 500 variétés de tomates qui ont été répertoriées sur la planète à l'heure actuelle. Et chaque seconde, on produit 4000 kg de tomates, chaque seconde. Et ces tomates sont issues d'à peine 500 variétés, toutes hybrides F1, donc toutes des clones, quasiment strictement identiques. Au début de l'agriculture, notre bol alimentaire était composé de plus de 4000 espèces. À l'heure actuelle, on dépasse à peine la vingtaine. Donc on a vraiment perdu une grosse masse de biodiversité. Mais avant tout, cette agriculture industrielle, elle met en place des systèmes de désertification totalement dramatiques. Et chaque seconde, ce sont 2400 tonnes de sol qui sont érodées à tout jamais. Chaque seconde, l'équivalent de 60 semi-remorques. Et c'est assez logique en fait parce que quand on produit 1 kg de tomates par exemple ou 1 kg de courgettes, on gaspille entre 6 et 18 kg de sol. Et on parle ici que de matière qui disparaît. On ne parle pas de la vie des sols, de la faune, de la microfaune, des mycéliums, des minéraux et de tout ce qui disparaît sous cette agriculture industrielle. Et pour prendre un exemple encore assez flagrant, est-ce que vous savez quel est l'animal qui représente la plus grosse biomasse de par sa présence sur la planète? Est-ce que vous avez une idée? C'est un laboureur, un aérateur, un percolateur et un fertiliseur de sol. Et c'est évidemment le ver de terre, qui représente 80% de la biomasse animale, avec plus de 6000 espèces. Et pour cause, dans un sol vivant, vraiment vivant, avec toute la vie qu'un sol doit avoir, on va trouver par mètre carré 350 à 400 individus, donc 1 tonne à 3 tonnes par hectare, qui vont creuser plus de 5000 km de galeries. Donc l'eau va s'écouler, les nutriments vont s'écouler, le sol va être aéré, il va être vivant grâce à ces vers de terre. Dans un sol mort, vous aurez entre 1 et 4 individus par mètre carré, soit 400 fois moins dans le meilleur des cas. Et évidemment, l'aération du sol, sa capacité de rétention d'eau, de rétention de nutriments, sa fertilité va être largement amoindrie et les processus de désertification, évidemment, totalement accélérés. Et on ne peut pas parler de désertification sans parler de l'eau. 75% de notre ressource eau douce sur la planète est consommée par l'agriculture. Est-ce que vous avez une idée du nombre de litres d'eau nécessaire pour produire 1 kg de viande rouge en France? 13 500 litres. Et c'est très peu. Aux États-Unis, l'étude du professeur Pimentel estime entre 70 et 100 000 litres pour 1 kg de viande rouge. En France, on consomme en moyenne 25 kg de viande rouge par an.
par personne, soit 350 000 litres d'eau. Vous pouvez laisser couler le robinet à fond pendant 20 jours et 20 nuits, non-stop, avant d'arriver à ce quota d'eau. En fait, pour résumer, un Français carnivore consomme 8250 litres d'eau par jour, là où un Français végétarien en consomme 3600. Mais dans les deux cas, c'est largement trop élevé par rapport à nos ressources d'eau disponibles sur la planète. Et pour finir avec l'eau, les 75% de cette eau consommée par l'agriculture sont de toute façon archi-polluées par cette agriculture à l'aide de biocides. Un biocide, c'est un désastre écologique et social, tout simplement. Bio, ça signifie la vie. Cide, ça signifie la mort. Donc les tueurs de vie, c'est dans le nom. Vous avez les pesticides, les herbicides, les fongicides, tout ce qui finit par cide. Encore une fois, c'est dans le nom, et c'est dans l'histoire de ces produits, ce sont des armes que nous utilisons à tort et à travers dans l'agriculture. Et les conséquences sont tellement graves et élevées qu'on n'arrive même pas à les mesurer, en fait, tout simplement. On a des facteurs, on voit les abeilles qui disparaissent, tout le monde a entendu parler de ça, on voit les oiseaux qui disparaissent peu à peu, la vie aquatique qui meurt, mais on a du mal vraiment à mesurer. Mais ce qui est sûr, c'est que la terre qu'on laisse aux générations futures à cause de ces produits est une terre quand même relativement empoisonnée, malheureusement. De plus, c'est des produits qui sont issus des énergies fossiles. Et à l'heure actuelle, sur la planète, pour produire une calorie alimentaire, on en consomme 10 en énergie fossile. Et en plus, la calorie qu'on produit va être gaspillée pour moitié à cause du gaspillage alimentaire. Et on va utiliser d'autres calories pour les recycler encore. Donc, on est dans un cercle vicieux. Mais je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous dire il y a un incendie, on est tous enfermés là et on ne va pas pouvoir sortir. Au contraire, en fait. Il y a effectivement un incendie et je suis là en train de vous le dire. Par contre, il y a aussi un grand bac d'eau et on va pouvoir éteindre l'incendie avec. Il y a plein d'issues de secours avec des grosses flèches vertes partout en fait où on peut sortir. Et ces issues de secours, une des issues de secours pour l'agriculture s'appelle l'agroécologie tout simplement. C'est une agriculture en coévolution avec la nature. Cette agroécologie a déjà fait ses preuves partout sur la planète. Je voyage beaucoup et on a beaucoup de témoignages et on voit ce qui se passe. Les rendements sont plus élevés, la terre est respectée, les animaux sont respectés, la santé de l'humanité est respectée. Et vous avez tout un tas de techniques qui sont englobées par cette agroécologie. Et tous les projets qu'on voit vraiment fonctionner, on constate que c'est sur des petites exploitations, voire des micro-exploitations. Parce que prendre soin d'une ferme d'un hectare ou de moins d'un hectare, c'est un challenge, mais c'est réalisable. On va arriver à prendre soin du sol, des écosystèmes, des insectes, des oiseaux, d'à peu près tout en fait. C'est vraiment du travail, mais c'est faisable. Sur une ferme de 1000 hectares, de 2000 hectares ou de 3000 hectares, c'est impossible. C'est tout simplement impossible, donc on doit revoir notre folie des grandeurs et revenir à des petites exploitations pour vraiment être en contact avec cette nature. Une des premières techniques que j'ai envie de vous montrer, c'est l'agroforesterie. L'agroforesterie, en plus, peut même être utilisée à grande échelle. En fait, c'est assez simple, c'est utiliser les arbres pour les faire coévoluer avec notre agriculture. On a un concept occidental qui s'appelle la concurrence, mais qui ne s'applique pas du tout à la nature. On a une fâcheuse tendance à l'appliquer aussi à la nature. Mais l'agroforesterie, c'est vraiment la preuve qu'en fait, il y a une coévolution entre deux cultures, des arbres fruitiers et un champ de sarrasin, par exemple, comme ici. Les arbres vont aller chercher en profondeur l'eau et vont la remonter à disposition de la culture, vont aller chercher les nutriments, les minéraux, vont aider à drainer l'eau pendant les pluies diluviennes et vont éviter l'érosion, le lessivage des sols, etc. Avec le mycélium, les cultures et les arbres vont communiquer. Les arbres vont servir d'habitat pour toute une faune qui va réguler les entre guillemets prédateurs des cultures, et la biomasse apportée par les arbres va profiter à la culture. Donc c'est vraiment un exemple en fait d'une synergie entre deux cultures. On coupe 2400 arbres toutes les minutes. Maintenant, il faut replanter ces 2400 arbres toutes les minutes en les utilisant dans notre agriculture et on a tout à y gagner. Vous avez une autre technique qui s'appelle le maraîchage sur sol vivant. Et là, c'est rendre plus de matière organique au sol qu'on en consomme. Inscrire la ferme dans un cercle vertueux, avec toujours plus de vie, toujours plus de sol. Évidemment, les rendements sont augmentés, la qualité est augmentée, on utilise beaucoup moins d'eau,
et on est vraiment dans un cercle vertueux. Ça paraît simple dans le concept, c'est un peu plus dur à mettre en pratique et ça demande un changement de paradigme, mais en fait, ces techniques devraient être soutenues financièrement et techniquement pour que les maraîchers puissent s'inscrire dans ce cercle vertueux, parce que c'est très très positif. Depuis des dizaines d'années, certains maraîchers font ça et les résultats sont tout simplement époustouflants. Plein d'autres techniques sont envisageables pour les grandes, les petites exploitations, pour les jardins familiaux, les jardins de ville. Vous avez la permaculture, copier l'exemple de la nature et l'appliquer à notre propre vie, c'est plus un art de vivre qu'une technique agricole, même si ça a été quand même beaucoup dénaturé ces derniers temps. On en entend parler à tort et à travers, mais à la base, c'est vraiment une technique très très intéressante. Vous avez les micro-organismes efficaces qui vont aider à dépolluer les sols et à rendre la décomposition de la matière organique plus efficace. Enfin, vous avez tout un tas de techniques. On a les outils pour développer une nouvelle agriculture. Il suffit de le vouloir, il suffit de pousser ces issues de secours et de sortir vers la nature, en fait, tout simplement. Ce que j'ai envie de vous dire, là, vous voyez mon fils en train de jeter des graines, il a 8 ans, et j'ai envie qu'il ait un futur, j'ai envie que ce que je lui laisse, c'est plus qu'une terre empoisonnée. Et je pense que tous ici, on a envie de vivre. On a profondément envie de vivre, et si on veut vivre avec tout l'espoir et l'avenir que ce mot fait en tout cas résonner pour moi, la solution, elle se résume pour moi dans une petite phrase que tout le monde connaît. On récolte ce que l'on sème, tout simplement. Et si on veut vivre, il faut semer la vie. Il faut semer la vie dans les jardins, dans les champs des paysans, dans les champs des maraîchers, dans nos cœurs, dans nos relations. Il faut semer la vie partout. Et quand en face, les grands coquins, comme j'aime les appeler, les criminels, viendront nous enterrer une fois de plus, rappelons-nous tous que nous sommes des graines et qu'ensemble, à la première pluie, on germera pour créer ensemble un nouveau paradigme basé sur la coévolution avec la Terre, basé sur la coévolution avec notre mère nourricière. Merci.